Le matin où on lui a repris ses clés, tout ce qui restait de 6 ans de travail tenait dans un tablier taché et un jeu de couteau. 11 000 € sur un compte en banque, une chienne qui boitait, et plus un seul nom dans le métier qui accepterait de répondre au téléphone. Elle a acheté un phare en ruine au bout d'une falaise bretonne, un euro symbolique pour un tas de pierres que personne n'avait voulu depuis 30 ans. Les voisins lui donnaient 3 semaines. Une entreprise puissante lui a donné un ultimatum. Et quelqu'un venait surveiller sa porte chaque nuit. Mais ce que sa chienne a trouvé au pied d'une roche que personne n'avait regardé depuis des décennies a changé absolument tout. Si vous connaissez le goût que ça a de tout perdre à cause d'un refus de fermer les yeux, cette histoire est la vôtre. Restez jusqu'au bout. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire. C'était quand la dernière fois que vous avez dit non alors que tout le monde disait oui? Le jour où elle a posé le tablier sur le bureau, il était encore taché de safran au niveau de la hanche gauche. 6 ans de service, une étoile et une trace jaune sur du coton blanc. C'est tout ce qui restait. Étienne Blanchard ne s'est pas levé pour l'accueillir. Il portait un costume gris, celui qu'il mettait pour les rendez-vous avec les investisseurs et les mauvaises nouvelles. Le protocole d'exclusion tenait sur 3 pages. Il les a poussées vers elle avec le bout de son stylo, comme on pousse une assiette qu'on n'a pas envie de toucher. Le vote a eu lieu hier soir, Marine. 2 voix contre une. Ta part sera rachetée au nominal. 4 000 €. 4 000 € pour 6 ans. Pour les 14 mois sans un seul jour de repos la première année, quand il montait le restaurant à deux et qu'elle dormait sur un matelas dans la réserve sèche. Pour les 2000 couverts qu'elle avait signés de ses mains. Pour l'étoile que le guide avait attribuée à la cuisine. Pas au costume. 3 mois plus tôt, Étienne avait changé de fournisseur. Prestige. Côte, une société qui proposait des fruits de mer à 30% sous le marché. Marine avait goûté la première livraison. Quelque chose n'allait pas. La texture des crevettes, la couleur du liquide dans les barquettes. Elle avait envoyé des échantillons à un laboratoire privé à Villeurbanne, payé de sa poche. Les résultats étaient revenus en 8 jours. Cadmium au-dessus des seuils recommandés. Sulfite non déclaré dans la composition. Elle avait refusé de signer le bon de réception. Étienne avait signé à sa place. Un mardi soir de février, pendant son jour de congé, un client souffrant d'une allergie sévère au sulfite avait été servi avec des produits Prestige Côte. Il avait fait un choc dans le taxi en rentrant chez lui. Hôpital, plainte. Étienne avait trouvé la solution en moins d'une semaine. Les statuts du restaurant désignaient le chef de cuisine comme responsable des approvisionnements. Marine était chef. Donc Marine était responsable. Le deuxième associé, un certain Frédéric Mossan, avait voté par téléphone depuis un numéro que personne ne vérifierait jamais. Marine ne l'avait pas vu une seule fois en 3 ans. Elle a pris le stylo. Elle a signé. Pas parce qu'elle acceptait, parce qu'il n'y avait plus rien à défendre dans cette pièce. Elle est sortie par la porte de service, celle qui donne sur le parking où les livreurs se garent en double file le matin. Sa voiture était au fond, une Clio grise avec le pare-choc arrière rayé. À l'intérieur, Nola attendait. La chienne n'a pas bougé quand Marine a ouvert la portière. Elle a levé la tête depuis la banquette arrière et posé son museau dans la paume ouverte de Marine, sans remuer la queue, sans geindre. Comme on accueille quelqu'un qui revient d'un enterrement dont on connaissait déjà l'issue. Marine s'est assise au volant. Elle n'a pas mis le contact. Elle est restée les mains sur les cuisses, le regard fixé sur le mur en béton du parking souterrain, pendant une durée qu'elle n'aurait pas su mesurer. C'est alors qu'elle a pris son téléphone. 3 jours de messages non lus. Elle a fait défiler sans voir jusqu'à un objet qui l'a arrêté. Mairie de Ploumanax, Côte d'Armor. Phare de la Pointe de Douar, désaffecté depuis 1993. Vente symbolique 1 euro. Condition engagement de rénovation sous 12 mois. Elle a relu le message 2 fois, puis elle a posé le téléphone sur le siège passager, à côté du tablier plié qu'elle avait emporté sans y penser. 1 euro. 12 mois. Et l'odeur de safran qui montait encore du tissu dans l'air immobile de l'habitacle. Elle a roulé de nuit. Lyon, puis l'autoroute vers l'ouest, puis Rennes, puis les routes qui rétrécissent et les panneaux qui deviennent bilingues. 8 heures sans radio, sans musique,
sans rien d'autre que le bruit du moteur et la respiration de Nola à l'arrière. La chienne s'était couchée sur le tablier plié en quatre, celui que Marine avait posé sur la banquette sans réfléchir en quittant le parking, et elle dormait avec cette confiance totale des chiens qui ne demandent pas où on va, parce que la seule information qui compte, c'est qui conduit. Marine s'est arrêtée une fois, sur une aire après Rennes, pour boire un café au gobelet et laisser Nola marcher sur l'herbe rase du talus. Il faisait encore nuit. Le café avait le goût de toutes les aires d'autoroute de France, c'est-à-dire celui de l'eau chaude avec un souvenir. Elle l'a bu debout, le dos contre la voiture, les yeux sur rien. Elle est arrivée à Ploumanac à 9 heures du matin. La mairie tenait dans un bâtiment en granit entre la boulangerie et un magasin d'accastillage dont la vitrine n'avait pas changé depuis la fin des années 90. Une porte, un couloir, un comptoir. Derrière le comptoir, un homme. Gérard Calvez avait le visage des gens qui vivent face au vent depuis 65 ans. Rouge, creusé, avec des yeux qui avaient l'habitude de jauger le temps qu'il ferait, et les gens qui se présenteraient dans cet ordre. Il portait une chemise à carreaux sous un gilet de laine, et il regardait Marine avec la patience prudente d'un fonctionnaire qui avait déjà vu passer 3 acheteurs pour le même phare et les avait regardés repartir sans surprise. Il a posé une chemise cartonnée sur le comptoir. Mince. Le terrain faisait 4000 mètres carrés sur la roche de la Pointe. Pas d'eau courante depuis la fermeture. Pas d'électricité depuis 2003. Un chemin de terre de 2 km, impraticable de novembre à mars. La tour était classée monument. La maison du gardien ne l'était pas. L'ensemble avait été transféré à la commune en 1995 par la direction des affaires maritimes. Personne n'en avait voulu depuis. Et puis, il y a ça, a dit Calvez en sortant une feuille séparée. Une offre d'achat, Atlantis Développement. 120 000 € pour le terrain et le bâti, avec obligation de conserver la tour comme élément décoratif. Le projet mentionnait un hôtel de charme à vocation patrimoniale. La lettre était signée par un directeur régional dont le nom ne disait rien à Marine. Le cadastre estime le terrain à 11 000 €, a dit Calvez. Atlantis en propose 10 fois plus. Le conseil est partagé. La moitié veut l'argent. L'autre dit que c'est le patrimoine de la commune et qu'on ne vend pas un phare comme on vend un garage. Le maire a tranché. Si quelqu'un achète à 1 € et commence la rénovation avant le vote de septembre, le dossier Atlantis est classé. Sinon, on vote. Il a retiré ses lunettes et les a posées sur la chemise. Dans mon expérience, quand quelqu'un surpaye un rocher, c'est qu'il sait ce qu'il y a dessous. Marine n'a rien répondu. Elle regardait le logo d'Atlantis en haut de la lettre. Vert foncé et gris. Sobre. Le genre de logo qui coûte cher justement parce qu'il n'a l'air de rien. Calvez a ouvert le tiroir du comptoir et en a sorti une clé. En fonte, longue, avec un anneau épais et un numéro gravé dans le métal. 1887. Il l'a posée sur le formica, entre le tampon encreur et le pot à crayon. C'est la clé de la porte du logement du gardien. La tour s'ouvre de l'intérieur. Si vous décidez, revenez avant vendredi avec une pièce d'identité. L'acte prend 1 heure. Marine a pris la clé. Le métal était froid et plus lourd qu'elle ne s'y attendait, avec ce poids particulier des objets qui ont attendu longtemps qu'on les prenne. Elle est sortie dans la lumière du matin. Nola l'attendait dans la voiture, le museau posé sur le rebord de la vitre entr'ouverte, les yeux sur la porte de la mairie, comme si elle avait compté les minutes. Marine est montée dans la Clio, a posé la clé sur le siège passager à côté du tablier et n'a pas mis le contact tout de suite. Elle regardait la clé. La clé ne disait rien, mais elle pesait dans le creux de sa main, comme une question à laquelle on ne peut répondre qu'en se déplaçant. La route commençait après la dernière maison du village, là où le goudron cédait la place à la terre battue et où les haies d'ajoncs prenaient le relais des clôtures. Marine roulait en première, le Clio raclant les ornières creusées par les pluies d'hiver. Nola s'était redressée sur la banquette arrière, le nez à la vitre, les narines ouvertes à un air qu'elle ne connaissait pas encore. À mi-chemin, Marine a ralenti devant une fourche sans panneau. Un homme se tenait derrière un muret de pierres sèches, un sécateur à la main,
occupé à tailler une haie qui n'en avait pas besoin. 70 ans, peut-être plus, le visage taillé par le même vent que les rochers autour de lui. Il a levé les yeux vers la voiture sans attendre qu'on lui parle. « Le phare, c'est à droite !» Marine a hoché la tête. L'homme n'a pas bougé. Il a regardé la voiture, puis la chienne à l'arrière, puis Marine à nouveau, avec cette attention lente des gens qui n'ont pas l'habitude de se presser vers les conclusions. Le dernier gardien est resté 30 ans là-haut, seul. Quand il est parti, il a dit une chose, une seule. Il a marqué un temps. Le vent passait dans les ajoncs avec un sifflement bas et continu. La lumière n'est pas dans la tour, elle est en dessous. Il a levé le sécateur vers la droite, puis il s'est retourné vers sa haie comme si la conversation n'avait pas eu lieu. Marine a pris la route de droite sans poser de questions. Dans le rétroviseur, le vieil homme avait déjà disparu derrière le muret. Les derniers 500 mètres traversèrent la roche à nu. Plus de terre, plus d'herbe, juste le granit rose sous les pneus et l'océan de chaque côté, si proche qu'on entendait les vagues à travers les vitres fermées. Le vent frappait la voiture par rafales, la poussant vers le bord comme pour vérifier si elle était sérieuse. Le phare est apparu d'un coup après un virage que rien n'annonçait. Marine a coupé le moteur et elle s'est restée assise un moment avant de sortir. La tour tenait. C'était la première chose qu'on pouvait dire, et la seule qui soit rassurante. Le granit blanc avait viré au gris, la bande spirale rouge s'était délavée jusqu'au rose, et 2 des vitres du lanterneau étaient prêtes à briser. Mais elle tenait, plantée sur la pointe comme un os qu'on ne peut pas arracher. Le reste était pire que tout ce qu'elle avait imaginé dans la voiture. La maison du gardien, accolée à la base de la tour, ressemblait à ce que devient un visage quand plus personne ne le regarde depuis 30 ans. La toiture en ardoise s'était affaissée à 2 endroits. La porte avait gonflé dans son cadre au point de ne plus fermer. Les fenêtres, sauf une, n'avaient plus de vitres. Le vent entrait et sortait librement, comme un locataire qui avait pris ses habitudes. Marine a forcé la porte à l'épaule. Le bois a cédé avec un bruit sourd. À l'intérieur, une odeur de sel, de moisissure et de pierre froide. Une pièce unique, un sol de pierre, un foyer dont le manteau s'était effondré, des restes de meubles qu'on ne pouvait plus nommer. Par l'unique fenêtre encore vitrée, l'océan apparaissait derrière une couche de crasse, flou et lointain comme un souvenir d'enfance. Nola est entrée sans hésiter. Elle a parcouru la pièce entière en longeant les murs, le nez au sol, avec une concentration que Marine ne lui avait jamais vue. Pas la curiosité ordinaire d'un chien dans un lieu nouveau. Quelque chose de plus tendu, de plus précis, comme une lecture attentive. Elle a fait 2 tours complets, puis elle s'est approchée du foyer, a reniflé les pierres noircies et s'est couchée devant. Pattes avant croisées, museau posé dessus, yeux mi-clos. Calme. D'un calme sans ambiguïté. Celui d'un chien qui vient d'arriver quelque part et qui sait déjà qu'il ne repartira pas. Marine est restée debout à la regarder. Quelque chose lui serrait la gorge qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle n'est pas repartie ce soir-là. Elle a monté le bivouac dans l'angle nord, là où 2 murs se rejoignaient encore assez haut pour couper le vent. Duvet de survie, réchaud, une boîte de cassoulet achetée dans une station-service à la sortie de Rennes. Nola a mangé ses croquettes et bu une gamelle d'eau, puis s'est recouchée exactement au même endroit, devant le foyer, comme si la question avait été posée et réglée. La tempête est arrivée vers minuit. Le vent a changé de registre, passant du sifflement au hurlement, et les murs se sont mis à vibrer avec un bourdonnement grave que Marine sentait dans les os. La pluie frappait les pierres à l'horizontale. Quelque part dans la tour, une pièce métallique claquait à intervalles réguliers, comme un métronome déréglé. Marine n'a dormi que par fragments, l'oreille tendue par réflexe. Nola n'a pas levé la tête une seule fois de toute la nuit. Pas un gémissement, pas un tressaillement. Elle dormait du sommeil profond des chiens qui savent que rien d'humain ne s'approche, et ce savoir-là, dans l'obscurité bruyante d'une ruine inconnue, valait toutes les alarmes du monde. Le matin est arrivé par couches. D'abord le gris, partout,
dans le ciel et dans les murs et dans l'air même, comme si la nuit en partant avait laissé sa doublure. Puis une lumière sans source visible, diffuse, qui rendait chaque surface humide légèrement brillante. La tempête avait cessé, mais le vent continuait, plus bas, plus régulier, avec l'obstination tranquille de quelque chose qui ne s'arrête jamais vraiment. Marine a fait chauffer de l'eau sur le réchaud et bu son café debout sur le seuil, les deux mains autour de la tasse. L'océan devant elle était couleur d'acier, plat après la violence de la nuit, avec des traînées d'écume qui séchèrent sur les rochers en contrebas comme des traces de griffes. Les mouettes criaient avec cette fureur particulière qu'elles ont après les tempêtes, quand tout a été déplacé et que rien n'est plus où il devrait être. Elle est rentrée pour rincer la tasse et s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte. Nola était debout devant le foyer. Debout, ce qui en soi était inhabituel. La chienne économisait sa patte avant gauche depuis toujours et préférait s'asseoir ou se coucher dès que possible. Mais là, elle se tenait sur ses quatre pattes, le corps penché en avant, et elle grattait la pierre devant l'âtre avec ses deux antérieures. Méthodiquement, comme elle faisait sur la plage quand elle sentait un crabe sous le sable. Un mouvement régulier, concentré, ponctué d'un gémissement bref chaque 3 ou 4 passages. Marine s'est approchée et s'est agenouillée à côté d'elle. La dalle devant le foyer était légèrement différente des autres. Un peu plus sombre, aux bords plus réguliers, comme si on l'avait posée séparément et plus tard que le reste du sol. Marine a frappé dessus du plat de la main. Le son était creux. Pas vide, mais pas plein non plus. Il y avait quelque chose en dessous qui n'était pas de la roche. Elle est allée chercher le cric dans le coffre de la Clio. Elle l'a engagé dans le joint entre la dalle et le sol, à pomper le levier. La pierre a résisté, puis elle a bougé. 1 centimètre, 2. Marine a repositionné le cric, recommencé. La dalle a glissé sur le côté avec un raclement long et grave qui a résonné dans la pièce vide. En dessous, une niche. Pas une cavité naturelle, pas une fissure dans la roche. Une niche maçonnée, au bord propre, au fond sec. Quelqu'un avait construit cela avec intention, avec soin, et l'avait refermé pour que seul quelqu'un qui cherche, ou un chien qui sent, puisse le trouver. Marine a sorti ce qu'il y avait dedans et l'a posé sur le sol à côté d'elle. Une boîte en fer, rectangulaire, du type militaire, avec des fermoirs à levier et de la peinture verte écaillée sur les angles. Et à côté, 3 rouleaux de papier calque, attachés ensemble par une ficelle de chanvre. Elle a ouvert la boîte. Des billets. En liasses sous film cellophane, 50 et 100 euros, rangés avec une précision qui ne laissait aucun doute sur le caractère intentionnel du geste. Elle n'a pas compté tout de suite, mais a vu plusieurs milliers d'euros. Sous les billets, un carnet en cuir brun, usé au coin, avec 2 initiales dorées à chaud sur la couverture. IK, et dans un sachet de papier huilé, glissé contre la paroi de la boîte, une clé USB noire, sans marque, sans étiquette. Elle a posé le carnet sur ses genoux et déroulé les calques. Des plans. Dessinés à la main, à l'encre noire, sur du papier toilé de qualité technique. Le phare vu en coupe avec des dimensions, des cotes, des annotations marginales d'une écriture fine et régulière. La tour, la maison du gardien, le soubassement, tout ce qu'elle avait vu depuis la veille. Mais sous le soubassement, sur les plans, il y avait autre chose. 2 niveaux supplémentaires, creusés dans la roche, reliés par un escalier étroit. Des pièces, désignées par des lettres. Et tout en bas, dans le niveau le plus profond, un espace plus large que les autres, avec une annotation manuscrite soulignée 2 fois. La cave de sel. Marine a tenu les plans à bout de bras à la lumière grise qui entrait par la fenêtre. Elle les a regardés longtemps. Le phare n'était pas un phare. Ou plutôt, il n'était pas seulement un phare. Et la roche sur laquelle il se tenait depuis 1887 n'était pas seulement de la roche. Elle a posé les plans sur le sol et regardé autour d'elle. Les murs en ruine, le toit crevé, le foyer effondré. Tout ce qu'elle avait vu depuis la veille comme un désastre prenait une autre forme, un autre poids.
comme un mot qu'on a lu 100 fois et dont on découvre soudain qu'il a un deuxième sens. Nola s'est assise à côté d'elle, la tête légèrement inclinée sur le côté, son expression habituelle quand elle attendait que Marine prenne une décision. Elle ne remuait pas la queue, elle ne gémissait pas. Elle attendait, c'est tout, avec cette patience absolue des chiens qui savent que leur travail est fait et que le reste appartient aux humains. L'entrée était exactement là où les plans l'indiquaient. Sous le premier palier de l'escalier en colimaçon, dans la base de la tour, un panneau de tôle peint du même gris que les murs de pierre. Il fallait le savoir pour le voir. Sans les plans, Marine serait passée devant 100 fois sans rien remarquer, parce que la peinture avait la même usure, la même patine, le même âge apparent que tout le reste. Quelqu'un avait pris le temps de rendre cette porte invisible. Elle a récupéré la barre de fer qui lui avait servi pour la dalle et l'a engagée dans le bord supérieur du panneau. Le métal a grincé, puis cédé. La tôle a pivoté vers l'intérieur, découvrant une ouverture basse, 70 cm de haut peut-être, et derrière des marches qui descendaient dans le noir. L'air qui montait de l'ouverture était froid, sec, et portait une odeur que Marine a reconnue avant même de la nommer. Elle avait travaillé avec le sel chaque jour pendant 6 ans. Elle l'avait mesuré, goûté, dosé, corrigé, ajusté des milliers de fois. Elle connaissait l'odeur de la fleur de sel de Guérande, celle du sel gris de Noirmoutier, celle du sel rose de l'Himalaya qu'on vend trop cher dans les épiceries fines. Ce qu'elle sentait en ce moment ne ressemblait à aucun d'entre eux et les contenait tous à la fois. Quelque chose de minéral, de marin et de profond, comme l'intérieur d'une roche qui aurait respiré l'océan pendant des siècles. Elle a allumé la lampe de son téléphone et commencé à descendre. Les marches étaient taillées directement dans le granit, étroites, irrégulières, légèrement usées au centre par des décennies de passage. Elle les a comptées par réflexe. 12, puis un palier, puis 8 encore. Le plafond est remonté progressivement. L'air est devenu plus dense, plus immobile. Nola descendait derrière elle, une marche à la fois à cause de la pâte, mais sans hésiter. Ses griffes cliquetaient sur le granit avec un son net qui se répétait dans l'espace en dessous comme un écho patient. Marine a posé le pied sur le sol du dernier niveau, a levé le téléphone devant elle et n'a plus bougé. La caverne faisait environ 15 mètres de long sur 7 de large, avec une voûte naturelle en granit rose qui montait à 3 mètres au point le plus haut. Mais ce n'est pas la taille qui l'a arrêtée, ce sont les murs. Chaque surface, chaque paroi, chaque recoin visible était couvert de cristaux de sel. Pas un film, pas un dépôt. Une couche épaisse, irrégulière, d'un blanc qui tirait vers le rose là où le granit transparaissait en dessous. La lumière du téléphone entrait dans les cristaux et ne revenait pas entière. Elle se multipliait, se dispersait, rebondissait de facette en facette, et la caverne entière scintillait d'un éclat sourd et mouvant, comme si les murs respiraient à la lumière. Marine s'est approchée de la paroi la plus proche. Elle a détaché un éclat de cristal avec l'ongle, un fragment de la taille d'un grain de riz, et l'a posé sur sa langue. Elle laisse rester immobile. Ce n'était pas du sel, ou plutôt c'était du sel comme un grand cru et du raisin. Pur d'abord, sans la moindre amertume, puis une note minérale longue, très longue, qui se déroulait lentement sur le palais comme une phrase qu'on prendrait le temps de finir. Et en arrière-plan, quelque chose qu'elle ne trouvait pas dans son vocabulaire professionnel, une impression de mer tiède sur de la pierre chaude, un goût qui n'avait pas de nom parce que personne ne l'avait encore nommé. En 6 ans de cuisine, elle avait goûté tout ce qui se vendait. Rien ne ressemblait à ça. Au fond de la caverne, contre la paroi du fond, des caisses en bois étaient empilées sur 2 rangées. Anciennes, solides, avec un marquage au pochoir sur les côtés. Phare de Douar, celle de roche. Marine en a ouvert une. À l'intérieur, des sachets en toile remplis, fermés par un lien, avec des étiquettes écrites à la main d'une encre passée. Celle du gardien. La même écriture que dans le carnet. La même écriture que sur les plans. Kervella avait récolté cette sel, année après année, couche après couche, en prélevant juste ce que les murs avaient produit pendant la saison, sans creuser, sans forcer, sans prendre plus que ce que la roche offrait.
Les caisses étaient rangées par année. Marine en a compté 9. La dernière portait la date de 1992. 30 ans que personne n'était descendu ici. 30 ans que les murs avaient continué à cristalliser dans le silence et le noir, sans personne pour les voir. Nola s'était couchée à l'entrée de la caverne, le museau sur les pattes, les yeux ouverts. La lumière du téléphone accrochait des reflets dans son regard, et pendant un instant, dans cette cave oubliée sous un phare abandonné au bout d'un continent, Marine a eu l'impression étrange que la chienne comprenait exactement où elle se trouvait, et ce que cela signifiait. La clé USB était dans la boîte en fer, sous les billets, enveloppée dans du papier huilé avec un mot écrit au crayon. Pour qui restera. Marine l'a tenue entre ses doigts un moment. Petite, noire, anonyme, avant de remonter dans la maison du gardien. Dans la dernière caisse de la cave, celle de 1992, elle avait trouvé autre chose que du sel. Un ordinateur portable, épais, lourd, dans un étui de plastique rigide fermé par 2 clips. Elle l'a remonté aussi, coincé sous le bras, en grimpant les marches une par une pendant que Nola la suivait avec sa patience habituelle. Elle a posé l'ordinateur sur la table bancale, l'a branché sur le groupe de prise de la voiture avec un adaptateur et a attendu. L'écran est resté noir longtemps, assez longtemps pour qu'elle pense que la batterie était morte depuis des années. Puis un bourdonnement, un déclic, et la lumière bleutée d'un bureau vide. Fond noir. Une seule icône au centre. Vidéo-IK. Elle a inséré la clé USB. Elle a cliqué. Un homme est apparu à l'écran, assis face à la caméra dans une pièce que Marine a reconnue immédiatement. La maison du gardien, le foyer derrière lui, la fenêtre avec l'océan flou au fond. 70 ans, peut-être un peu plus. Un visage brun et creusé, du même matériau que les rochers dehors, avec des yeux clairs qui regardaient dans l'objectif sans ciller, comme s'il voyait déjà la personne qui serait de l'autre côté. Il a pris une inspiration courte et il a commencé à parler. Il s'appelait Yves Kervella. Il avait été gardien du phare de Douar pendant 30 ans, de 1963 à 1993. Il avait découvert la cave en 1965, 2 ans après son arrivée, quand un mur du soubassement avait fissuré après une tempête d'équinoxe et qu'il avait senti un courant d'air qui n'avait pas de source. Il avait élargi la fissure au burin, mètre par mètre, pendant des semaines. Ce qu'il avait trouvé en dessous l'avait tenu éveillé 3 nuits de suite. Il avait appris seul. Des livres de géologie commandés par correspondance, des manuels de cristallographie empruntés à la bibliothèque de Lannion. Il avait compris que la cave était une anomalie. L'eau de mer s'infiltrait à travers le granit poreux, se filtrait naturellement dans la roche et cristallisait dans des conditions de température et d'humidité constantes que rien ne pouvait reproduire artificiellement. Le processus avait des siècles. Les réserves étaient considérables, mais pas infinies. Si on prélevait la couche annuelle, les parois se régénéraient. Si on prenait davantage, c'était fini. Pendant 17 ans, il n'en avait parlé à personne. En 1982, il avait envoyé un échantillon à un laboratoire de Brest, anonymement, présenté comme un fragment d'une collection privée. Les résultats avaient confirmé ce que sa langue savait déjà. Composition minérale unique, pureté exceptionnelle, présence d'oligo-éléments liés au granit qu'aucun sel commercial ne contenait. Quelqu'un au laboratoire avait parlé. 6 mois plus tard, un homme en costume était venu frapper à la porte du phare. Atlantis Développement, avait-il dit. Il connaissait le potentiel géologique de la pointe. Il proposait un arrangement. Kervella avait refusé. Ils étaient revenus 3 fois. Il avait refusé 3 fois. Alors ils avaient changé de méthode. Des rapports étaient apparus dans les dossiers de la direction des phares. Instabilité structurelle de la tour. Comportement inadapté du gardien. Non-conformité des installations. Des documents que Kervella n'avait jamais vus, signés par des gens qu'il ne connaissait pas, versés à un dossier qu'il n'avait pas le droit de consulter. En 1993, la décision était tombée. Automatisation du phare, suppression du poste de gardien. Motif officiel. Modernisation du réseau d'aide à la navigation.
Kervella avait reçu une lettre de remerciement et un préavis de 3 mois. L'homme à l'écran a marqué une pause. Ses mains étaient nannées posées sur ses genoux, immobiles, mais quelque chose dans ses épaules disait que l'immobilité lui coûtait. Il a repris, plus lentement. Avant de partir, il avait scellé l'accès à la cave. Il avait caché les plans, le carnet, l'argent, tout ce qui pouvait permettre à quelqu'un de comprendre ce que ce lieu contenait. Et il avait attendu. 30 ans, il avait attendu que quelqu'un vienne et reste assez longtemps pour trouver. Ses yeux n'ont pas quitté l'objectif. L'argent, c'est pour tenir. La cave, c'est pour choisir. Vous pouvez partir, prendre ce qu'il y a dans la boîte et recommencer ailleurs. Je comprendrai. Le vent ici n'est pas pour tout le monde. Un silence. Le bruit de l'océan derrière la fenêtre, dans l'enregistrement, identique à celui que Marine entendait derrière elle en ce moment même. Où vous pouvez rester et protéger ce que la Terre a mis des siècles à construire. L'écran est devenu noir. Marine n'a pas bougé. Elle regardait le rectangle sombre de l'ordinateur éteint et quelque chose se défaisait dans sa poitrine, lentement, comme un nœud qu'on aurait serré trop longtemps. Les larmes sont venues sans bruit, sans geste, sans la moindre tentative pour les retenir. Nola a traversé la pièce. Elle a posé sa tête sur les genoux de Marine, lourdement, avec cette précision que les chiens ont quand ils savent exactement où il faut mettre leur poids pour que quelqu'un tienne debout, même assis. Sa chaleur traversait le tissu du pantalon. Marine a posé la main sur son crâne et l'a laissé là, sans bouger, pendant que la lumière du soir entrait par la fenêtre sale et que l'océan continuait dehors comme il avait toujours continué. Elle a passé 2 jours sans sortir. Le premier jour, elle a lu le carnet de Kervella du début à la fin. 30 ans d'écriture serrée, régulière, avec des variations d'encre qui marquèrent le passage des saisons et des stylos. Entre les relevés météo et les notes d'entretien de la lanterne, il y avait un homme entier, patient, méthodique, qui avait consacré sa vie à un lieu que personne d'autre ne regardait et à un secret qu'il n'avait partagé avec personne. Marine lisait et quelque chose prenait forme dans sa compréhension de cet endroit. Quelque chose qui n'avait pas de rapport avec le sel ni avec l'argent, mais avec le temps qu'un être humain peut donner à une chose simplement parce qu'il sait qu'elle en vaut la peine. Le deuxième jour, elle a fait les comptes. L'argent de la boîte, 20 000 euros. Son compte en banque, 11 000. Total, 31 000. Elle a pris un crayon et le carnet de Kervella, ouvert à une page blanche à la fin, et elle a listé ce qu'il fallait. Toiture, 15 000 minimum. Électricité, 10 000. Eau, 5 000. Sans compter la route, les fenêtres, l'isolation, tout ce qui transforme une ruine en un endroit où un corps humain peut dormir l'hiver sans risquer sa vie. Total des travaux, 30 000. Il resterait 1 000 euros pour manger, pour l'essence, pour les croquettes de Nola, pour tout. Elle a posé le crayon et elle se restait assise devant les chiffres jusqu'à ce que la lumière tourne et que les ombres changent de mur. Le troisième matin, il pleuvait. Une pluie bretonne, fine, horizontale, obstinée, qui ne trempe pas mais qui insiste jusqu'à ce que le froid s'installe sous la peau et n'en parte plus. Marine est sortie sur la roche devant le phare et elle a regardé l'océan sans le voir. Le plan était simple. Appeler Atlantis, accepter l'offre, prendre les 150 000 euros, ajouter les 20 000 de la boîte, partir vers le sud. L'Espagne peut-être. Trouver un local pas cher dans une ville moyenne. Ouvrir un café avec 8 tables et un menu du jour. Ne plus penser à Kervella, ni à la cave, ni à la spirale rouge du phare qui se décolorait au soleil et à la pluie depuis 30 ans. Recommencer. Encore une fois. Nola était à côté d'elle, debout sous la pluie, sans chercher d'abri, le pelage plaqué sur les côtes, les yeux levés vers Marine. Elle ne gémissait pas, ne remuait pas la queue, ne faisait rien de ce que font les chiens qui veulent quelque chose. Elle regardait, c'est tout. Et dans ce regard, il y avait une forme de présence si complète, si dépourvue de jugement et d'attente, que Marine a détourné les yeux parce qu'elle ne supportait pas qu'on la regarde avec autant de confiance au moment précis où elle s'apprêtait à fuir. Elle a pensé à Étienne, à sa voix dans le bureau, calme et administrative, disant « C'est dans les normes ».
Elle a pensé au cuisinier qui avait pris sa place derrière les fourneaux et qui signait les bons de réception de Prestige Côte chaque mardi matin. Parce qu'il avait besoin du travail et que les questions coûtent plus cher que le silence. Elle a pensé à tout ce qu'on accepte par fatigue, par calcul, par peur de perdre le peu qu'on a encore. Elle a pensé à Kervella, seule dans ce phare pendant 30 ans, refusant 3 fois, puis une quatrième, puis toutes les suivantes. Parce que certaines choses ne se vendent pas pour la raison simple et suffisante qu'elles ne sont pas à vendre. La pluie continuait. Nola n'avait pas bougé. Marine est rentrée. Elle a remis l'argent dans la boîte. Elle a fermé les clips. Elle a pris son téléphone. Un seul appel. Monsieur Calvez, c'est Marine Garnier. Je prends le phare. L'acte a été signé le lendemain à la mairie. 1 € posé sur le comptoir en formica, à côté du tampon encreur. Calvez l'a pris, l'a glissé dans une enveloppe et a rangé l'enveloppe dans le tiroir sans un mot de trop. Mais quelque chose dans la façon dont il a refermé le tiroir indiquait que cette pièce comptait plus que ce qu'elle valait. Les premières semaines, Marine a travaillé du lever au coucher du soleil. Elle a commencé par le toit parce que le toit se voit et qu'un toit neuf dit aux gens qu'on reste. Un couvreur à la retraite du village, Loïc, est venu voir ce qu'elle faisait un matin, les mains dans les poches, l'air de quelqu'un qui passe par hasard sur une route qui ne mène nulle part. Il est resté. Elle l'a payé en repas. Soupe de potimarron à la sauge, ragoût de lentilles aux herbes, pain au levain cuit dans le foyer réparé. Après le 3e déjeuner, Loïc a amené son gendre électricien. Après le 5e, sa fille est venue avec un coffre plein d'ardoises récupérées de leur propre toiture. Le pain est devenu naturellement. Marine faisait du levain depuis des années. C'était le geste le plus ancien de son métier, celui qui ne demandait rien d'autre que de la farine, de l'eau, du temps et de la chaleur. Elle a ajouté le sel de la cave. Chaque matin, elle posait 2 ou 3 miches sur une planche devant le portail, avec un carton. Pain au sel du phare, prix libre. Le premier jour, personne n'est devenu. Le deuxième, une femme à vélo a pris une miche et laissé 2 € sans un mot. Le troisième, 3 personnes. Le 10e, il y avait une file. Elle est descendue dans la cave un matin de mai, avec une balance de cuisine, des sachets en toile achetés à Lannion et le carnet de Kervella ouvert à la page de mars 1978, où il décrivait sa méthode. 1 centimètre par paroi, pas davantage. Le plat de la main d'abord pour sentir où le cristal se détache naturellement, puis un couteau à lame fine pour soulever, sans forcer, sans gratter, sans jamais aller jusqu'au granit. Comme un cuisinier qui lève un filet en suivant l'arête, pensa Marine. Et cette comparaison la fit sourire pour la première fois depuis des semaines. Elle a travaillé 3 heures dans la lumière du téléphone posé sur une caisse. Le silence de la cave était différent de celui d'en haut. Pas le silence du vent qui s'arrête, mais celui d'un lieu qui n'a jamais eu besoin de bruit. Marine détachait les plaques de cristal une par une, les pesait, les rangeait dans les sachets. Nola était restée en haut de l'escalier, couchée sur le palier, la tête posée dans l'ouverture, les yeux suivant les mouvements de Marine en contrebas avec la vigilance tranquille d'un chien qui garde l'entrée pendant qu'on travaille à l'intérieur. 12 kilos. Exactement ce que Kervella indiquait comme récolte de saison dans ses notes. Marine a remonté les sachets un par un, les a alignés sur la table et les a fermés avec un lien de chanvre. Elle a écrit les étiquettes à la main, au feutre noir, sur du papier craft découpé au ciseau. Celle du phare, pointe de doigt, récoltée à la main. Elle en a pris 6 et a roulé jusqu'à Lannion. Le restaurant de Sandrine Jawan s'appelait Chez Malo et occupait le rez-de-chaussée d'une maison à colombage dans le centre-ville. Marine l'avait rencontrée 2 fois à un festival gastronomique à Cancale, assez pour se souvenir qu'elle cuisinait avec une attention aux produits qui frisaient la maniaquerie et qu'elle ne complimentait jamais rien par politesse. Sandrine a ouvert le premier sachet, versé quelques grains dans sa paume, les a regardés à la lumière de la fenêtre. Puis elle en a mis un sur sa langue. Elle s'est tue. Marine n'a rien dit non plus. Sandrine a pris un 2e grain, l'a posé sur sa langue, a fermé les yeux 3 secondes. Elle a rouvert les yeux et regardé Marine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'était pas une question.
C'était le son que fait quelqu'un qui comprend qu'il vient de goûter quelque chose qui n'entre dans aucune catégorie connue. Elle a acheté les 6 sachets. 40 € pièce, 4 fois le prix de la fleur de sel de Guérande, sans discuter, sans demander de facture, sans poser de questions sur la provenance. Elle a seulement dit, en rangeant les sachets dans le placard derrière elle avec le même geste qu'on a pour les choses rares: Si tu peux me donner 2 kilos par mois, je prends tout. Et je connais 3 chefs dans le coin qui paieront le même prix. Les 3 chefs ont suivi. Un à Perros-Guirec, un à Paimpol, un à Saint-Brieuc. Marine leur a apporté les sachets en personne, un par un, en roulant le long de la côte dans la Clio dont le compteur avait passé les 200 000 kilomètres sans que personne ne le remarque sauf le garagiste. Elle rentrait le soir avec de l'argent dans la poche de sa veste. Pas beaucoup, mais régulier et suffisant pour acheter de la farine, des croquettes et ne pas toucher au billet de la boîte. Sur la banquette arrière, Nola dormait en remuant la queue dans un rythme lent de métronome. Et ce battement-là, dans l'habitacle de la voiture, était la chose la plus ressemblante à de la musique que Marine avait entendue depuis longtemps. Puis Calvez est venu un soir. Il est arrivé à pied, ce qui était inhabituel, avec une bouteille de cidre fermier sous le bras, et une façon de ne pas regarder le phare en approchant, qui indiquait clairement qu'il avait quelque chose à dire, et qu'il aurait préféré ne pas avoir à le dire. Ils se sont assis sur le banc devant la porte, face à l'océan, et il a ouvert la bouteille en silence. Ils ont bu chacun un verre avant qu'il parle. Atlantis avait déposé une demande de reclassement du terrain de la Pointe en zone d'intérêt géologique auprès de la préfecture. Si la demande passait, le site sortait de la juridiction communale. La commune perdait la main. Et un terrain classé d'intérêt géologique pouvait faire l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Calvez a dit tout cela d'un ton égal, en regardant la ligne d'horizon, puis il a fini son verre et il est reparti en laissant la bouteille à moitié pleine sur le banc. Marine est-y restée sur le seuil. Le soleil descendait dans l'océan avec cette lenteur que la lumière a en Bretagne quand elle sait qu'on la regarde. Le ciel virait à l'orange par le bas et au gris par le haut, et entre les deux, il y avait une bande étroite d'un bleu si précis qu'il semblait avoir été posé au pinceau. Nola s'est couchée à ses pieds, le museau contre sa cheville. Marine ne bougeait pas. Elle écoutait le vent, les vagues, le cri d'un goéland quelque part au-dessus de la tour. Et pour la première fois depuis des semaines, le silence autour du phare lui a semblé habité par autre chose que le vent. Quelque chose de plus lourd, de plus patient, qui attendait dans les ombres du chemin et dans les papiers d'un bureau de préfecture, et qui ne faisait pas de bruit parce qu'il n'en avait pas besoin. La première lettre est arrivée un lundi matin, par recommandé. Cabinet Kerjean et associés, Rennes. 5 pages de prose juridique dense dont le résumé tenait en 2 phrases. L'acte de vente du phare présentait des irrégularités de procédure susceptibles d'annulation et Atlantis Développement se réservait le droit de contester la transaction devant le tribunal administratif. En pièces jointes, l'offre d'achat était renouvelée, portée à 150 000 €, valable 21 jours. Marine a transmis la lettre à Calvez. Calvez a répondu en 4 lignes. L'acte était conforme, la contestation n'avait aucun fondement, l'offre était refusée. La deuxième lettre est arrivée 10 jours plus tard. Même cabinet, ton différent. Des termes nouveaux étaient apparus dans les paragraphes. Conformité environnementale, structure souterraine non déclarée, obligation de diagnostic préalable. Rien de direct. Tout en conditionnel. Mais chaque phrase posait une question dont la réponse coûterait du temps, de l'argent et du sommeil. Puis l'inspection. 2 agents de la DIRIAL sont arrivés un matin sans prévenir, en voiture de service avec des casques et des formulaires. Ils ont photographié le bâtiment, mesuré des murs, posé des questions sur d'éventuelles cavités sous la structure. Marine a répondu qu'elle n'en connaissait pas. Ils sont repartis. Le rapport est arrivé par courrier 10 jours plus tard. Gel de tous les travaux de rénovation pour durée indéterminée, dans l'attente d'une expertise complémentaire dont la date n'était pas précisée. Puis Sandrine a appelé. Sa voix était différente, plus courte, avec cette tension que les gens ont quand ils s'excusent de quelque chose qu'ils savent injuste. On l'avait contactée anonymement. On lui avait dit que le sel qu'elle utilisait n'était pas certifié, que son restaurant risquait des sanctions en cas de contrôle,
que la prudence commandait de suspendre toute commande. Elle suspendait. Elle était désolée. 2 des 3 autres chefs avaient reçu les mêmes appels. L'un avait déjà annulé. Marine a raccroché et elle est restée debout au milieu de la pièce, le téléphone dans la main, sans bouger. La stase a duré 1 minute entière. Puis elle a posé le téléphone sur la table et elle est sortie marcher sur la roche parce que rester immobile était devenu physiquement impossible. Le Peugeot gris est apparu le lendemain, garé à la fourche du chemin, moteur éteint, 2 silhouettes à l'intérieur. Il n'a pas bougé de la journée. Le soir, il est parti. Le lendemain matin, il était revenu. Et le surlendemain, toujours au même endroit, toujours les mêmes silhouettes. Il ne s'approchait pas. Il n'avait pas besoin de s'approcher. Le message était dans la régularité même de leur présence. Nola a changé de comportement le 3e jour. Elle ne dormait plus devant le foyer. Elle se couchait contre la porte, le museau tourné vers l'extérieur, les oreilles légèrement levées, dans cette posture qui n'était ni l'alerte ni le repos, mais quelque chose entre les deux. Une vigilance sans objet précis, comme un soldat qui sait que le front est calme, mais qui a cessé de croire que le calme est une information fiable. Une nuit, Marine s'est réveillée. Des pas sur le gravier, dehors, lents et réguliers. Nola était debout, chaque muscle tendu, les yeux fixés sur la poignée de la porte. Elle ne grognait pas, n'aboyait pas. Elle attendait. Les pas se sont éloignés. Le lendemain, un bourdonnement de drone au-dessus du toit pendant 20 minutes. Le surlendemain, une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une photographie aérienne de la toiture et un mot manuscrit. Soyez raisonnable. Marine a brûlé le mot dans le foyer. Elle a gardé la photo. C'est arrivé un soir de fin juin. La lumière durait jusqu'à 10 heures à cette époque de l'année, et Marine était assise sur le banc, avec le carnet de Kervella, quand elle a remarqué que Nola n'était plus là. La chienne avait l'habitude de faire le tour du terrain à cette heure, mais elle restait toujours visible. Pas ce soir-là. Marine a appelé. Rien. Appelé encore. Un aboiement bref, venu d'en bas, du côté est de la roche, un versant raide couvert de ronces et de mûriers sauvages où Marine n'était jamais descendue. Pas un aboiement d'alarme, un appel. Court, précis, adressé. Elle a descendu le versant en s'agrippant aux pierres, les ronces lui griffant les avant-bras. Nola se tenait au pied de la paroi rocheuse, devant une fissure verticale dissimulée par un rideau de mûrier. Elle regardait Marine et remuait la queue par à-coups nerveux, comme sur la plage quand elle avait trouvé quelque chose et qu'elle attendait confirmation. Marine a écarté les branches. La fissure était étroite mais praticable. Elle s'est glissée à l'intérieur. Une chambre. Pas une grotte, une chambre, taillée dans le granit avec des étagères creusées directement dans la roche. Sur les étagères, une douzaine de boîtes en fer identiques à celles trouvées sous la dalle. Marine en a ouvert une, puis une autre, puis 3 de plus. Des lettres internes d'Atlantis Développement, datées de 1986 à 1992. Des rapports géologiques commandités à un cabinet privé, détaillant les ressources minérales de la pointe avec des estimations de tonnage et de valeur commerciale. Des notes manuscrites décrivant une stratégie d'acquisition par pression administrative. Des noms, des dates, des montants. Et dans la dernière boîte, une copie du rapport officiel ayant justifié la fermeture du phare en 1993. Marine a lu le nom du président de la commission en bas de la dernière page. Puis elle a lu la notation que Kervella avait écrite dans la marge, de sa petite écriture serrée, « Directeur régional Atlantis, 1995 à 2002 ». L'homme qui avait signé la fermeture du phare était devenu directeur de la société, qui voulait l'acheter 2 ans plus tard. Marine s'est assise sur le sol de la chambre, les documents sur les genoux, les mains tremblantes. Pas de peur. De quelque chose d'autre. Nola s'est couchée contre sa cuisse, chaude et lourde, et n'a plus bougé. Elle a appelé Calvez le soir même depuis le banc devant la porte, le téléphone dans une main et la dernière boîte posée à côté d'elle sur la pierre. « Il faut que vous veniez. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Calvez est arrivé le lendemain en début d'après-midi. Il n'était pas seul.
La femme qui marchait à côté de lui sur le chemin avait 62 ans, des cheveux gris coupés courts, un imperméable kaki et une paire de bottes qui avaient visiblement fait plus de kilomètres de côte que de trottoir. Calvez l'a présentée sur le seuil, sans cérémonie. Annick Lebar, ancienne correspondante de Ouest France pendant 25 ans, spécialisée dans les affaires littorales. Partie à la retraite 2 ans plus tôt, après que le journal avait refusé de publier son enquête sur la bétonisation illégale de plusieurs parcelles protégées dans le Finistère. Calvez la connaissait depuis 30 ans. Elle est en colère et elle est honnête, a-t-il dit. C'est la meilleure combinaison que je connaisse. Marine les a guidés jusqu'à la chambre dans la roche. Annick a descendu le versant sans se plaindre, s'est glissée dans la fissure et s'est assise sur le sol de granit devant les boîtes ouvertes. Elle a commencé à lire. 2 heures. Elle n'a pas prononcé un mot pendant 2 heures. Elle tournait les pages lentement, posait parfois un document de côté, en reprenait un autre, comparait des dates, suivait du doigt les noms dans les en-têtes. Calvez attendait assis sur une pierre à l'extérieur. Marine était adossée à la paroi, les bras croisés. Nola s'était installée à l'entrée de la fissure et observait Annick avec cette neutralité attentive qu'elle réservait aux gens qu'elle n'avait pas encore décidé de classer. Annick a posé le dernier document sur la pile. Elle a retiré ses lunettes et les a tenues dans sa main sans les ranger. Ils ont falsifié un rapport officiel pour expulser un fonctionnaire de son poste et accéder à une ressource naturelle. Le président de la commission de fermeture est devenu directeur de la société qui voulait exploiter le site. C'est de la corruption documentée sur 20 ans avec des noms et des montants. Elle a regardé Marine. J'appelle quelqu'un à Saint-Brieuc, une procureure que je connais. Elle va adorer ça. L'article est paru dans Mediapart 3 semaines plus tard. Titre sobre, contenu précis, pas un mot de plus que ce que les documents pouvaient approuver. Annick avait tenu à ce que chaque phrase soit adossée à une pièce. 100 000 vues en 48 heures. Atlantis a déposé une plainte en diffamation avant la fin du premier jour. Le 3e jour, un homme a appelé la rédaction. Il avait travaillé comme géologue pour Atlantis entre 1988 et 1993. Il avait rédigé les rapports sur la pointe de Douar. Il voulait parler. Pas par courage, a-t-il dit plus tard, mais parce que les cartons dans son garage pesaient trop lourd depuis trop longtemps. Son témoignage a été enregistré par un juge d'instruction en juillet. Les perquisitions ont eu lieu en août, simultanément dans les bureaux d'Atlantis à Rennes et dans un site de stockage près de Brest. Le gel des avoirs a suivi dans la semaine. 2 anciens directeurs ont été mis en examen pour corruption d'agents publics et falsification de documents administratifs. La demande de reclassement en zone géologique a été retirée. Le vote du conseil municipal de septembre est devenu sans objet. L'automne est arrivé sur la côte avec cette générosité que la Bretagne réserve à ceux qui sont encore là quand les touristes sont partis. Le phare était différent maintenant. Le toit de la maison du gardien tenait en ardoise neuve que Loïc avait posée pendant les dernières semaines de septembre. Les murs étaient blanchis. La porte était peinte d'un vert pâle que Marine avait choisi un soir en tenant 2 échantillons contre le granit. Et l'un des 2 avait eu l'air juste, comme une note qu'on trouve sans la chercher. La cuisine fonctionnait. Une vraie plaque, un four, des plans de travail récupérés à la fermeture d'un bistrot de Perros-Guirec. 3 soirs par semaine, Marine ouvrait la table. 8 couverts, pas un de plus. Un seul menu, sans choix, fait de ce qu'il y avait. Le poisson du jour acheté au port de Ploumanac, les légumes du potager de Calvès, le pain au levain cuit le matin, et chaque plat relevé d'une pincée de sel de la cave, ce sel que la roche avait mis des siècles à produire et que Marine prélevait 1 fois par mois, 1 centimètre à la fois, comme Kervella l'avait fait avant elle. Les gens venaient de Lannion, de Brest, 1 fois de Paris. Ils mangeaient en silence parce qu'il y a des repas qui demandent qu'on se taise pour entendre ce qu'on a dans la bouche. Sandrine a rappelé, pas d'excuses, juste une commande. 2 kilos par mois, comme avant. Et une phrase, ajoutée à la fin, d'une voix un peu plus basse. C'est le meilleur sel que j'ai goûté en 25 ans de métier. Je le savais à l'époque. Je le sais maintenant.
La tour était ouverte le week-end. Gratuit. Les gens montèrent l'escalier en colimaçon, sortaient un tour sur la plateforme et regardaient l'océan sans rien dire. En bas, Marine avait fixé un panneau de bois avec des photographies de Kervella et des pages de son carnet, recopiées à la main. Pas de discours, des faits. Un homme, un lieu, 30 ans. Ce soir-là, Marine était assise sur le banc face à l'ouest. Sur ses genoux, un livre épais à la couverture bleu marine, droit de l'environnement et protection du littoral. Annick lui avait suggéré d'y réfléchir. Marine n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait laissé l'idée prendre sa place, lentement, comme une patte qui lève quand on ne la regarde pas. Le soleil descendait derrière la ligne de l'horizon, sans presser, comme tout ce qui a le temps en Bretagne. Le ciel passait de l'orange au rose, puis à ce gris-bleu qu'on ne trouve qu'ici et qu'on ne peut pas photographier, parce qu'il n'existe que dans l'instant où on le voit. Nola était couchée à ses pieds, la patte avant gauche étendue devant elle comme toujours, les yeux mi-clos. Son pelage roux et blanc bougeait légèrement dans le vent. Elle respirait avec cette régularité profonde des chiens qui savent, avec une certitude que les humains n'atteignent presque jamais, qu'ils sont exactement là où ils doivent être. Marine a baissé les yeux vers elle et a murmuré, si doucement que seul un chien pouvait l'entendre. On est chez nous. Nola a remué l'oreille, celle qui penchait toujours un peu de travers, et elle n'a pas ouvert les yeux.